Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, voici les titres de ce mercredi 28 janvier. Le Grimaldi Forum dévoile sa prochaine exposition d'été. Elle aura pour thème Monaco et l'automobile de 1893 à nos jours. Un riche programme qui dévoilera entre autres des véhicules historiques et des photos d'archives exceptionnelles. Nous retrouverons notre correspondant à Paris où s'est tenue la présentation hier. Génération Monaco fête son premier anniversaire. Le mouvement politique monégasque entend rassembler toutes les générations autour de soirées conférences et d'autres rendez-vous, avec pour cap les législatives de 2028. Marc Mourou, son président, est notre invité ce soir. C'était le dernier épisode de la Sainte des Votes. Les célébrations se sont terminées par un concert à la bougie hier soir, un somptueux spectacle auquel nous avons assisté en la cathédrale de Monaco et que vous revivrez. Enfin, nous prendrons la direction du Théâtre des Muses, où se joue cette semaine une œuvre très célèbre et adorée des petits, Le Petit Prince. C'est un incontournable en principauté, l'exposition estivale du Grimaldi Forum fera son grand retour en juillet. Après Couleurs l'été dernier, place cette fois à Monaco et l'automobile. Au programme du 1er juillet au 6 septembre prochain, une cinquantaine de véhicules iconiques et historiques seront exposés et placés au rang d'œuvres d'art. Une exposition sur 4000 m² avec une scénographie qui fait toujours la réputation du Grimaldi Forum et dans laquelle vous pourrez observer par exemple la célèbre Rolls-Royce du mariage du prince Régnier III avec la princesse Grace de Monaco. L'Automobile Club de Monaco et l'Institut audiovisuel apporteront également leurs images d'archives les plus marquantes. Comme chaque année, les premiers détails de l'exposition d'été sont présentés à Paris. Hier, ça se passait dans un salon très célèbre et réputé qui vient d'ouvrir ses portes. Et c'est là que nous retrouvons notre correspondant. Bonsoir Justin Hadel. Exactement, et pour l'occasion, nous nous sommes rendus avec Jérémy Henry dans ce salon Rétromobile Salon où l'on trouve de nombreux véhicules, notamment cette voiture, une Renault 5 Turbo, voiture emblématique du rallye de Monte-Carlo, victorieuse lors du siècle dernier. Alors oui, cette voiture, on va la retrouver lors de l'exposition estivale du Grimaldi Forum Monaco et l'automobile, et avec elle, d'autres véhicules, c'est du moins ce que nous explique le commissaire de l'exposition. Ce ne seront que des véhicules authentiques. Il y en aura une cinquantaine. Ce sont des véhicules qui ont authentiquement participé au rallye de Monte-Carlo, y compris au premier rallye de Monte-Carlo, jusqu'à aujourd'hui, au Grand Prix de Monaco et également au concours d'élégance. Nous avons évidemment toutes les grandes marques. Nous avons les Delahaye, les Talbot, les Lancia, les Gordini, les Ferrari, les Maserati. Enfin, bref, c'est toute une histoire de l'automobile qui est racontée par cette exposition. Cette exposition, elle était pourtant prête il y a de ça quelques années, mais la crise Covid est venue tout gâcher. L'exposition a été annulée et on la retrouve cette année avec des ajouts, avec de nouveaux prêts, un travail sur 4-5 ans, une exposition qui est donc annoncée comme inédite par Sylvie Biancheri, directrice générale du Grimaldi Forum. Je crois que c'est la première exposition qui va retracer l'histoire de 130 ans de la course automobile à Monaco, qui va retracer également la passion de la famille princière pour la course automobile qui a tant fait en fait pour que les courses perdurent, pour que les circuits soient maintenus en l'état. Donc ça, c'est vraiment la première grande exposition historique, inédite, originale sur ce sujet. Nous avons le plein soutien de l'Automobile Club de Monaco sur cette exposition qui nous ouvre là aussi ses archives, donc des archives qui n'ont jamais été vues et qui vont vraiment pouvoir étayer de la plus belle façon cette belle histoire de 130 ans. Monaco et l'automobile, c'est donc une exposition placée sous le signe de l'émotion, que le Grimaldi Forum souhaite rendre accessible au plus de monde possible, notamment à travers le prix de ses billets, 15 €, le plein tarif. C'est gratuit pour les moins de 18 ans, mais attention, si vous réservez vos billets avant le 30 juin, les prix seront tout simplement divisés par 2. Merci Justin, rendez-vous donc, on le rappelle, du 1er juillet au 6 septembre prochain pour vivre cette nouvelle exposition estivale du Grimaldi Forum. Eux sont des anciens professeurs ou membres de l'éducation nationale, toujours en activité. Ils étaient 3 hier à recevoir une distinction remise par la branche monégasque de l'association des membres de l'Ordre des Palmes académiques, distinction qui honore leur dévouement à l'éducation et à la culture à travers des disciplines comme la littérature, la musique ou des passions mises au service de la transmission et de la jeunesse. Les lauréats sont Thierry Casubi, directeur adjoint du lycée Albert Ier, Yvette Gaza-Celario, la créatrice et organisatrice du Salon international du livre de Monaco, et Laurent Alonso, l'ancien professeur de piano, désormais à la retraite. Une véritable fierté pour le président des Palmes académiques, Alain Dorato. Écoutez sa brève réaction à notre micro. Moi, d'une part, je suis très content qu'ils soient décorés, c'est évident. Deuxièmement, ils vont partager
nos valeurs aussi, en espérant qu'ils viennent le plus souvent, aussi bien à nos activités qu'à nos réunions, etc. Et cela crée des liens d'amitié encore plus forts que ceux que nous avions en amont. En février 2025, un nouveau mouvement politique monégasque voyait le jour en principauté, Génération Monaco, porté par l'ancien conseiller national Marc Mourou, un mouvement qui s'affiche comme intergénérationnel, réunissant autour de la transparence, l'éthique et la concertation. Presque un an après, ces engagements sont-ils tenus? Faisons un bilan d'étape avec le président du mouvement sur notre plateau. Bonsoir Marc Mourou. Bonsoir Théo. Bienvenue sur notre plateau. Je le disais en introduction, vous avez lancé votre mouvement en février 2025. Pourquoi l'avoir lancé à l'origine? Quel en était l'objet? Alors effectivement, on a lancé donc Génération Monaco le 3 février 2025, donc presque un an jour pour jour. Bien écoutez, c'est simple, c'était pour relancer l'activité politique à Monaco, réintéresser les Monégasques à la vie locale et à toutes les questions de société, avec évidemment différents formats et hors période électorale, puisqu'on a toujours considéré qu'il était un petit peu étonnant, surprenant pour les partis politiques à Monaco, les formations politiques comme on les appelle, de commencer 3 à 6 mois en fait avant les élections. Et nous, on a une approche totalement différente, c'est celle de venir 3 ans avant et de vraiment travailler en collaboration avec les Monégasques et de proposer du contenu intéressant pour eux dès, si vous voulez, 3 ans avant les élections. Et qui sont donc les personnes qui vous entourent, avec lesquelles vous partagez ces valeurs et qui portent le mouvement avec vous? Alors, on a beaucoup de personnes à Génération Monaco. Déjà, donc, au comité directeur, on est près de 30 personnes. C'est le maximum qu'autorisent les statuts de l'association. Donc, tous monégasques, bien évidemment. C'est d'ailleurs dans les statuts, il faut que tout le monde soit monégasque. Et puis, on a un bureau exécutif, c'est-à-dire les membres fondateurs qui sont au nombre de 7, là aussi tous monégasques. Donc, il y a plusieurs personnalités à Monaco, mais dont 4 anciens élus. Et aussi beaucoup de 109, donc des monégasques qui n'ont jamais participé à aucune élection ou aucun mouvement politique et qui ont eu envie vraiment de s'impliquer et de s'investir personnellement dans cette aventure. Alors vous l'avez dit, l'objectif c'est aussi, avant de préparer un petit peu le terrain, l'objectif de ce mouvement qui est qualifié d'intergénérationnel, c'était aussi de proposer des réunions d'échange avec des monégasques et des spécialistes autour donc des soirées-conférences, comme vous les appelez, avec des thématiques diverses, donc la culture, le sport, l'éducation, l'attractivité, la santé. Est-ce que ces événements ont porté leurs fruits jusqu'à ce jour, à l'image de ce qu'attendait le mouvement à l'origine? Alors oui, écoutez, on est très heureux. On a eu un super accueil de la part des Monégasques et des résidents, de toutes les personnes qui aiment la principauté. Donc on a lancé ces soirées et conférences. La première était donc une conférence sur la santé. Et puis il y a eu l'attractivité, l'éducation, le sport et la culture. Donc 5 conférences en un an. La prochaine est sur l'environnement dans 2 mois, puisque c'est le rythme soutenu qu'on a voulu et on s'y tient. Donc chose promise, chose due. Et donc bien sûr, on a eu un grand accueil avec des salles combles. À chaque fois, c'est 150 personnes ou plus places assises. Les salles sont remplies et les personnes viennent et c'est ça surtout le but. On est content puisque les gens font la démarche de venir, de s'intéresser à des sujets, à des thématiques à chaque fois différentes et puis ils viennent écouter un panel de professionnels puisque c'est ça un peu le concept novateur de Génération Monaco. On amène des panels donc de professionnels, donc par exemple pour la santé, des médecins, des kinés, ostéopathes monégasques et autres et ceux dans chaque thématique et qui viennent parler directement au public, viennent indiquer pour eux quels sont les enjeux dans les 5, 10 ou 15 prochaines années. Et puis ensuite, il y a des interactions, débats avec le public où les monégasques et les résidents peuvent poser leurs questions directement et avoir donc de l'information et des réponses. Donc il n'y a aucune propagande de notre part. Ce sont des soirées-conférences complètement neutres et je pense aussi c'est ça qui est apprécié, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour venir directement devant les monégasques en train de dire nous sommes les plus beaux, les meilleurs et votez pour nous. C'est surtout aussi de proposer un vrai travail de fond et des vraies réflexions et des forces de proposition sur certains sujets. Un travail de fond, d'échange. Mais pourquoi ces thématiques en particulier? Pourquoi vous avez choisi ces thématiques-là? Alors, on a choisi 3 thématiques à la base qui étaient pour nous les plus pressantes. La santé, l'attractivité et l'éducation à Monaco, puisqu'on avait identifié en fait un certain nombre de soucis ou en tout cas d'aménagements que peut faire Monaco, puisque quand on est Monaco, on a un devoir d'excellence et on peut toujours faire mieux comme tout pays, même s'il y a beaucoup de choses évidemment qui existent déjà et qui sont déjà très bien, mais on peut faire encore mieux. Et puis au fur et à mesure, on a continué, donc les 3 premières soirées étaient santé, attractivité et éducation comme on l'avait promis, et puis on a eu le sport, puisque le sport était la capitale, vous savez, mondiale pour Monaco en 2025, donc on l'a fait fin novembre et ça avait du sens. Et on a commencé, c'était donc la semaine dernière, en janvier 2026, avec la culture, sujet très important et un grand facteur d'attractivité, puisqu'aussi, en fait, les 40 ans des ballets de Monte-Carlo, donc c'était une belle symbolique pour notre pays. Et quels sont alors les prochains rendez-vous qui sont prévus en 2026, parce qu'on sait qu'il n'y a pas seulement les soirées-conférences?
Alors tout à fait. En plus des soirées conférences, on a donc lancé un nouveau format qui était les groupes de travail de Génération Monaco. Ils ont commencé fin novembre. Donc à chaque fois, le concept est de faire d'abord une soirée conférence pour ensuite pouvoir travailler. Et là, c'est vraiment un travail de fond, de brainstorming, de constat, mais aussi de force de proposition. Donc un travail dans l'ombre. On est très heureux puisqu'on a eu plus de 70 monégasques qui ont répondu à l'appel, alors qu'on n'a pas fait forcément de publicité ou quoi, mais il y a eu vraiment un bouche à oreille et qui donc sont avec nous tous les mois à travailler sur ces thématiques. Donc là, dans évidemment l'élaboration d'un programme futur et puis de nouvelles idées qu'ils peuvent avoir. Et on a également, donc en plus de ces deux formats, deux nouveaux formats qui vont arriver dans les prochains mois en 2026. On vous en parlera évidemment un peu plus tard, mais qui vont aussi, je pense, intéresser beaucoup les monégasques et les résidents, puisque à chaque fois on essaie de proposer un contenu de la manière en fait dont les gens s'intéressent à la politique. Certains, vous voyez, viennent à nos soirées conférences et on les remercie. D'autres veulent travailler un petit peu dans l'ombre et d'autres viendront travailler sous différents formats et s'intéresser à la politique avec ces nouveaux contenus. Alors Marc Moreau, on sait que vous ne vous prononcez pas officiellement directement sur votre participation à la prochaine échéance électorale, mais on a bien compris que toutes ces soirées-conférences du mouvement vont dans ce sens. Vous êtes en mesure ce soir de nous dire que vous êtes officiellement candidat pour les élections du Conseil national 2028 ? Alors, je peux vous le dire ce soir sur votre plateau, oui, nous sommes bien candidats pour donc les élections nationales de 2028 au Conseil national. Donc, il y aura bien une liste, évidemment, Génération Monaco. C'est le but ultime et final. Et c'est pour ça qu'on a commencé bien à l'avance, pour pouvoir faire un vrai travail, avoir des fondations solides et pas faire les choses à la va-vite ou dans la précipitation. Donc, je vous le confirme ce soir. Et encore une fois, on a du temps devant nous pour continuer à travailler et à proposer le meilleur projet pour les Monégasques dans 2 ans. Merci beaucoup Marc Moreau, président de Génération Monaco, d'avoir répondu à nos questions ce soir à l'occasion du premier anniversaire donc, de votre mouvement et donc de cette échéance électorale au Conseil national en 2028. Merci à vous. Merci à vous encore. Tout autre sujet maintenant, parlons de métaux que nous sommes très nombreux à posséder. L'or vient de franchir un nouveau cap, son prix dépasse désormais les 5 000 $ l'once, tout comme l'argent qui a franchi la barre des 100 $, un record historique qui soulève bien des questions autour entre autres de la protection du patrimoine, de la stratégie des investisseurs ou encore des perspectives des métaux face à l'inflation et au marché financier. Qu'est-ce qui explique concrètement l'envolée des cours? Est-ce temporaire? Dans ce contexte, faut-il encore investir dans l'or aujourd'hui ou est-ce déjà trop tard? Écoutez ce que pense de tout ça Victor Déon de la maison Godot & Fils, spécialiste en la matière. Sur la partie or, les banques centrales européennes et mondiales se stockent massivement en or face à l'instabilité géopolitique et économique qu'on peut connaître, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Vous avez les pays émergents comme la Chine, l'Inde, le Brésil, qui se stockent en or. On peut parler pas forcément d'un retour à l'étalon or, mais l'or devient un actif prépondérant dans l'économie mondiale actuellement. Ça reste des actifs utilisés en gestion de bons pères de famille, c'est pas des crypto-monnaies, c'est pas quelque chose qui est ultra volatile normalement. Avec les instabilités géopolitiques, forcément le cours monte, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi aujourd'hui dû à une baisse de la valeur des devises, que ce soit en euros ou en dollars. Les problèmes de dette souveraine font que ces monnaies, l'euro et le dollar, dévissent. Et donc du coup, vous avez un effet ciseau, augmentation du cours de l'or par une forte demande et baisse de la devise de référence. Suite et fin des célébrations de la Sainte Dévote. Hier soir, le célèbre chœur corse des hommes de Sartène s'est associé au chœur de la chapelle papale d'Assise et les enfants de l'Académie du Prince Régnier III pour un concert à la bougie. Ces spectacles sont déjà spectaculaires par la force de la musique, amplifiée par la lueur des chandelles, mais le lieu y est également pour beaucoup. Et hier, c'était en la cathédrale de Monaco que le concert était proposé. Émilie Flamin et Alexandra Paolini étaient sur place. Dans la pénombre de la cathédrale, seules les flammes des bougies éclairent les visages. Un concert hors du temps pour célébrer Sainte Dévote. Au cœur de cette soirée, le célèbre chœur corse des hommes de Sartène. Il y a un supplément d'âme. Je pense que ces jeux de lumière, pour nous, je dirais, ça nous rend une intimité, ça nous force à beaucoup de respect, bien sûr, non seulement pour les œuvres, mais en même temps, je dirais, pour le public qui est là et qui attend une communion.
On est dans une cathédrale pour communier et ça c'est très très important pour nous. Ils étaient accompagnés par le chœur de la chapelle papale d'Assise et les enfants de l'Académie du prince Régnier III pour un moment de communion autour de la sainte patronne de la principauté. On partage la sainte avec Monaco. La commune de Luciana et toute la Corse partagent la sainteté de sainte dévote. Et dans ce sens, je dirais, les relations sont très proches entre Monaco et la Corse. 2000 bougies et un moment suspendu, pensé comme expérience immersive. L'objectif étant de créer un cocon dans lequel les spectateurs vont venir, vont pouvoir déposer tout le quotidien et se laisser porter par la musique. Il y a vraiment une dimension transcendantale qui se passe, quelque chose qui nous élève. L'objectif étant aussi de mettre en avant la cathédrale. C'est l'alliance du patrimoine de la musique, de la bougie et de la mise en valeur des lieux. Un concert qui clôture les célébrations de Sainte Dévote avec la présence du couple princier, aux côtés de plus de 600 spectateurs. Une nouvelle pièce de théâtre à l'agenda culturel et pas n'importe laquelle. Le Petit Prince, le célèbre chef-d'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry, fait escale au Théâtre des Muses. Le Petit Aviateur vous y attend toute cette semaine avec une mise en scène signée Benjamin Bouzy. Ça vaut le coup de s'y arrêter. Émilie Flamin, Camille Caloni et Alexandre Gougassian se sont rendus à la première cet après-midi. On le reconnaît par sa longue écharpe jaune et sa tenue verte, le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Et il est en ce moment sur les planches du Théâtre des Muses, réinterprété par la Compagnie des Vagabonds. On a envie de garder la base, c'est-à-dire même de rester le plus fidèle possible à Saint-Exupéry. Et après, on a envie évidemment de rajouter notre patte de la compagnie. Et ça se fait aussi par la scénographie, le fait que c'est un comédien qui interprète plein de personnages différents. Et du coup, évidemment, vous allez retrouver la patte de la Compagnie des Vagabonds, mais aussi vous allez retrouver le texte de Saint-Exupéry. Puisqu'on est resté vraiment très fidèle, 95%, c'est de l'écriture de Saint-Exupéry. On essaye de le rendre accessible. Ça, c'est vraiment pour nous le plus gros défi pour Le Petit Prince, parce qu'on croit que c'est un spectacle, enfin que c'est un roman pour enfants, mais en fait pas forcément. Il y a plein de niveaux de lecture, c'est pas si simple comme ça d'accès et de compréhension. Donc nous, notre but, voilà, c'est que ça soit accessible au plus grand nombre. Une œuvre originale que tout le monde connaît et que l'on redécouvre autrement avec le temps. C'est vraiment une œuvre qu'on peut voir à n'importe quel moment de la vie, je vais dire à partir de 6-7 ans et puis jusqu'à ce qu'on soit très avancé en âge, qu'on soit devenu très sage. Parce qu'à chaque moment, on redécouvre des nuances, des subtilités, des nouveaux éclairages parce que nous avons nous-mêmes traversé la vie, des épreuves et on s'aperçoit qu'il y a des choses qu'on n'avait pas pu saisir plus tôt parce qu'on ne les comprenait pas forcément. Prochaine date pour Le Petit Prince à Monaco, les samedis 31 janvier et dimanche 1er février. Voilà pour cette charmante petite pièce pour les 6-7 ans que vous pouvez voir au Théâtre des Muses. Prochaine représentation prévue samedi à 14h30 et 16h30 et dimanche à 11h. Les rendez-vous culturels de l'Hôtel Métropole Monte-Carlo reprennent du service en ce début d'année. Pour fêter ça, les amateurs de lecture ont eu le privilège de rencontrer l'autrice de L'Ami Louis, Sylvie Lebihan, nommée pour le prix Renaudot et le prix Médicis. Son dernier ouvrage a également remporté le prix du roman qui fait du bien 2025. Et elle est venue partager avec le public monégasque son écriture qu'elle construit autour des rapports humains. Écoutez-la au micro d'Alexandra Pani. C'est une histoire d'amitié, c'est un coup de foudre entre Louis Guillou, donc un auteur qui a eu le Renaudot, qui a failli avoir le Goncourt en 1935, et Albert Camus. C'était vraiment deux frères. Un coup de foudre littéraire, un coup de foudre amical. Et puis, c'est l'histoire d'une jeune femme, Elisabeth, qui va travailler pour Bernard Pivot et qui, sur une émission, donc à la fin des années 70, qui va travailler sur une émission centrée sur Albert Camus. Et à l'occasion de ses recherches, elle va rencontrer donc ce fameux Louis Guillou, qui va l'emmener à Saint-Germain-des-Prés dans les années 20, dans les années 30, 40, 50, jusqu'à la mort de Camus, et qui va lui expliquer ce que c'est qu'un l'engagement, la littérature, l'amitié et la sincérité. Louis Guillou était un ami de mon papa, donc j'ai vécu, c'était un peu l'écrivain de la famille, et puis je suis admiratrice de son style, de ses engagements. Il a travaillé, il était résistant, il a aidé les réfugiés espagnols, enfin bon, c'est non seulement un grand écrivain, mais un sacré bonhomme. Et donc j'avais envie, parce que je pense que de nos jours, là en ce moment, on est quand même dans une période qui est
très compliqué, où on s'enferme chacun chez soi, en communauté. Et j'avais envie de montrer que ça avait marché et ça peut toujours marcher de s'ouvrir aux autres. Et notez que le prochain rendez-vous culturel du Métropole aura lieu le 10 mars. On en connaîtra l'auteur prochainement. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un court instant, vous retrouverez Christine Dapetit-Homel pour vos prévisions météo. Je vous laisse sur un retour en images du somptueux concert à la bougie capturé hier par notre photographe Manuel Vitali à la cathédrale. Excellente soirée sur Monaco Info et à demain, 19h. Bonsoir à tous. Demain, le ciel sera clair et ensoleillé sur toute la principauté. Les températures évolueront entre 3 le matin et 12 degrés l'après-midi, avec un temps plutôt agréable pour profiter de l'air frais hivernal. Et puis sinon, nous célébrerons également la Saint-Gilda. Petite anecdote, Saint-Gilda, moine du VIe siècle, était surnommé le sage pour ses conseils avisés au roi breton. On dit que consulter son calendrier pour la météo était déjà un réflexe et il paraît qu'il prédisait parfois mieux que nos applications. Alors, vous l'aurez compris, demain, profitez enfin de cette belle journée et du beau temps.